bonjour tout le monde. Ravie d'être là, ravie d'être aussi bien entourée par deux belles âmes. Alors aujourd'hui, on va parler de la réappropriation du champ spirituel et religieux par les femmes. Donc, quel sujet, c'est pas... Merci à la plateforme Flamy, la plateforme du cinéma marocain, puisque cette question va être ponctuée par des extraits de films, d'un grand film de Farida Beliazid, La Porte du Ciel, de 88. Et vous allez voir ô combien ce film résonne encore aujourd'hui et encore bien d'actualité. Alors, je suis entourée par Asma Al-Morabet, et comment, voilà, enfin, tout le monde la connaît, Rani Al-Tarif. Asma Al-Morabet qui est au cœur, en fait, de cette question-là. Le film, c'est un peu un extrait c'est un extrait de son travail, de son combat. Elle est médecin, elle est romancière, essayiste, engagée dans la lutte, enfin, le féminisme, et elle revisite les textes religieux par un point de vue féministe, un vent frais de modernité et une belle vision de la religion d'aujourd'hui, ou ce qu'aurait pu être la religion, ou ce que doit être la religion d'aujourd'hui. Asma Al-Morabet, bonjour. Wadia Charad, alors, on va avoir un point de vue cinématographique, puisqu'il est à la fois journaliste, critique, reporter, cinéaste surtout, et puis il a à son actif de nombreux courts-métrages, bientôt un long, et son dernier, le tout dernier, puisque c'est un peu le Park Chan-wook marocain qui est allé filmer un film marocain en Corée du Sud, et oui, avec des acteurs coréens, et c'est Yoon, c'est ça, qui a été primé au Festival national de Tanger en 2019. Wadia, bonjour. Alors, on va commencer avec une question un peu évidente, puisque Asma Al-Morabet, qui connaît bien le film, qui l'a vu dans les années 90 à sa sortie et qui en a pleuré, elle le revoit il y a quelques jours. Elle pleure encore. Donc, moi, pour commencer, dans le vif du sujet, avec le lien du film d'emblée, comment vous avez vécu, Asma Al-Morabet, et selon votre expertise, ce parcours initiatique de cette femme, ce parcours spirituel, puisque c'est l'histoire de Nadia, franco-marocaine, qui revient à Fès, dans sa ville, la ville de ses parents, où son père est en fin de vie, et puis elle se découvre une voie spirituelle. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est assez juste dans le parcours, en tout cas, ou dans la vision? Tout d'abord, merci pour l'invitation, les organisateurs et organisatrices, pour cette aimable invitation. Je suis honorée d'être là, encore une fois. Alors, pour votre question, déjà, oui, je vais répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un film que j'avais vu en 90, 91. Et donc, j'avais, pleuré. Donc, hier, en revisualisant le film, je me suis dit, bon, je vais le voir avec un regard critique. En fait, mais j'ai repleuré encore, donc il n'y avait vraiment pas de vision de critique par rapport à ça, donc j'ai repleuré. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Et bien oui, je trouve que c'est le parcours d'un grand nombre de femmes, en fait. Et c'est le parcours de femmes qui ne sont pas seulement ce genre de femmes qui viennent en fait, de France ou d'Europe, franco-marocaine, etc., mais qui existent ici aussi à l'intérieur du Maroc. Donc c'est une problématique qui touche à l'identité, en fait, qui touche à ce choc entre modernité et tradition, finalement, qui touche à cette problématique, je dirais, mais en fait c'est une richesse, mais on l'aperçoit comme une problématique de la double culture. Et voilà, d'une certaine foi, d'une certaine spiritualité qu'on a, mais qui, voilà, et que la réalité sociale nous renvoie d'une autre façon, c'est-à-dire d'une façon brutale, avec ses discriminations, ses contradictions, ses belles choses aussi. Il y a dans la tradition pas mal de choses qui sont très très belles, mais la réalité sociale est autre. Et donc voilà, c'est un parcours que je trouve très d'actualité, en fait. Ça nous parle, il a été fait en 90, mais ça nous parle toujours aujourd'hui. Ça part de cette confusion identitaire, spirituelle. Que choisir? D'ailleurs, à un certain moment, on va le voir, peut-être, elle dit qu'elle n'a pas envie de choisir. Hein, elle ne veut pas choisir entre... Elle veut être les deux. Et finalement, c'est cette lutte-là, celle généralement des femmes, mais des hommes aussi, qui sont déchirés dans leur identité. C'est bien de parler des hommes déchirés dans leur identité. Quand je me posais une question à un homme cinéaste sur... Justement, alors...
Yasmine, si tu veux bien lancer l'extrait justement que Wadir a choisi, puisqu'il y a un extrait dont il voulait parler, et ça va m'amener à cette question de le regard du cinéaste justement, et jusqu'où va le jugement, jusqu'à quand on s'arrête, on ne juge pas, ou on doit juger justement, surtout quand on parle d'un sujet aussi épineux en fait, qu'est la religion, la spiritualité. Et on va parler d'un extrait qui vous a beaucoup touché. On le regarde et puis on peut. الانتباه من فضلكم مسافر الخطوط الملكية المغربية رقم 1143 القادم من راديو للجاليغو الذهاب حالا رقم 1. Quelle allure tu as. Hey, tu te souviens pas? Grand-mère m'appelait Heddaoui. Hein? Alors, tes bagages. Ça y est, j'ai tout apporté. Il faut que je rentre vite à Paris. C'est tout ce que j'ai du boulot. Bon, alors on y va. Oui, donc voilà, c'était... Moi, quand j'ai vu ce film, c'était en 1989. En 1989. On n'avait que 30 ans, 40 ans de cinéma avec 2 films, un taux de 2 films par an. Donc, et Farideh Beliazid, elle vient avec quelque chose, à l'époque, de complètement moderne, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le female gaze. C'est filmer la femme du point de vue féminin. Donc, c'est-à-dire sans érotisation, sans sexualisation, sans objet de désir, sans la mettre comme une femme soumise ou comme une femme, mais une femme dans sa complexité, dans toute sa complexité. Et là, le film, ça c'est le générique, c'est après c'est le début. Déjà, elle donne le ton du film, de quoi ça va parler, même au niveau de la mise en scène. Dans toute cette scène, même si on voit des hommes en fait qui passent et tout ça, mais on sent qu'il y a une domination féminine dans le cadre. Il y a toujours en fait cette domination féminine dans le cadre. C'est comment, par exemple, le monsieur en fait comment il avance vite, et elle en fait comment elle vient, l'autre personne, l'autre femme en fait qui était à côté d'elle, la sœur comment elle rentre et tout ça. Et c'est tout ça en fait, c'est filmé de manière, c'est comme s'il y avait ce qu'on va appeler, par exemple quand elle parlait avec, et là on est réalisateurs donc on sait un peu. Pourquoi on laisse quelque chose et on enlève quelque chose. Il n'y a pas de contre-champ. Il n'y a jamais de contre-champ. Quand il y a des hommes, il n'y a pas de contre-champ. Et là, dans tout le champ contre-champ, c'est-à-dire, je vais parler, la caméra, elle est là, et après, quand l'autre en fait parle, voilà, je mets la caméra sur lui. Mais si on reprend tout le film, il n'y a quasiment jamais de contre-champ quand on parle à des hommes, excepté la figure paternelle et l'amoureux. Donc vous allez découvrir le film, vous allez voir en fait ça. Et c'est là où vraiment elle opère une révolution à cette époque que même des cinéastes aujourd'hui ne font pas. Je parle pas que marocain, mais partout dans le monde, parce que c'est cette question en fait de filmer du point de vue féminin, c'est une question qui est posée partout dans le monde aujourd'hui. Donc comment en fait est complètement féministe. Donc et là elle le fait en 89 où la femme, vous allez voir le film, les femmes occupent tout l'espace. Et donc, parce qu'elles occupent l'espace religieux, donc voilà, elle se dit que voilà, elles occupent la place qu'elles ont, ben voilà, mais je vais les faire occuper en même temps cinématographiquement l'espace. Voilà, donc voilà, c'est plus ça. Vous me tendez une perche parce que justement, on parle souvent, et dans le circuit des festivals, c'est une nouvelle mode ces dernières années que ce féminisme arabe ou ce féminisme de la région avec des nouvelles réalisatrices comme, bon, il y a une Nargis Najjar évidemment, mais par exemple les Papicha, La Belle et la Meute, les Mariam Touzani, etc. Est-ce que vous pensez que justement cette vision du féminisme a régressé par rapport à des films qui sortaient? On a l'impression que c'est nouveau alors qu'il y a déjà eu, et même en Afrique et même dans le pays. Comment vous voyez justement ce nouveau cinéma
un peu à la mode dans les festivals, et on doit peut-être, avec un côté misérabiliste ou un côté voilà, toucher l'Occident de cette façon-là, justement, par rapport à l'œuvre de Farida Beliazid, justement. Bah, si j'avais par exemple à qualifier, parce qu'en fait quand je parle en fait, de filmer du point de vue féminin, ça ne veut pas dire que forcément qu'une femme va pouvoir filmer en fait de la même manière. Elle pourrait filmer de même manière qu'un homme filme une femme. C'est-à-dire, voilà, objet de désir, objet de ça, objet de... Voilà, ou bien la cantonner dans une espèce de soumission, de cliché, ou de ça. Mais par exemple, vous avez parlé de Papicha, de La Belle et la Meute. Par exemple, si j'avais à qualifier Farida Beliazid, je trouve qu'elle a le même regard que Kawthar Benhnia qui a fait La Belle et la Meute. Parce que, par exemple, La Belle et la Meute, c'est un film tunisien qui raconte la nuit en fait d'une femme qui a été violée, puis voilà tout le parcours avec la police et tout ça. Et là aussi, donc voilà, elle la filme, mais sans jugement, comme vous dites en fait, sans jugement. Elle n'est pas en conflit avec les hommes. C'est pas une question de féminisme veut dire forcément conflit avec les hommes. Non, non, c'est occuper notre espace. C'est tout simplement ça. C'est le féminisme à la Rosa Luxembourg, voilà, c'est à la Rosa Parks et tout ça. C'est pas en fait ce féminisme où on est vraiment en conflit. Alors que d'autres cinéastes, par exemple, si on prend le film Adam, ou bien si on prend Nargis Njar, ou bien si on prend, ils sont dans cette, non, elle va occuper l'espace, mais tout en confrontant les hommes. Farida Beliazid, elle pouvait le faire dans ce film, mais elle ne l'a pas fait. Par exemple, quand son frère a dit que voilà l'héritage et tout ça, on va prendre. Elle aurait très bien pu faire une scène où il y a eu une confrontation avec le. Non, mais c'est pas mon sujet. Mon sujet à moi, c'est la liberté, c'est mon espace. Je suis en train. L'homme, il est là où il est. Moi, je m'en fous en fait. C'est mon espace, je vais l'occuper tout ça. C'est là en fait où il y a eu le rapprochement avec Kawthar Benhnia. Mais malheureusement, on n'en trouve pas trop ce genre de film qui n'est pas dans qui n'est pas dans le jugement, bien qui n'est pas dans la confrontation, qui n'est pas dans ça. Et voilà, c'est une théorie en fait qui a été faite par une critique américaine et qui dit que le film Le Gaze, justement, c'est pas se confronter avec quelqu'un, ou bien c'est pas ça. Non, c'est notre espace. Voilà, l'espace naturel qu'on a dans la vraie vie. Donc voilà. On parlera d'espace, on parlera de confrontation, c'est beaucoup de sujets qui vont revenir, mais déjà une question évidente, on parle de féminisme depuis tout à l'heure, est-ce que ce film porte en lui une nouvelle forme de féminisme? Et est-ce que ce féminisme, par exemple, est-ce qu'il est du fait peut-être de femmes intellectuelles ou franco-marocaines ou qui viennent comme Nadia, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier, que peut s'approprier n'importe quelle femme de n'importe quelle catégorie sociale et professionnelle? Moi, je dirais que oui, je partage avec vous ce que vous venez de dire par rapport à ce féminisme de confrontation, justement qu'on ne retrouve pas ici, et que moi-même je revendique, et qui est un féminisme que j'ai appelé féminisme musulman spirituel, parce qu'il voilà, il part d'un contexte donné qui est le nôtre, et qui est inclusif, c'est-à-dire que les hommes sont concernés aussi. Et donc, le patriarcat, comme on le voit, c'est pas les hommes. Le patriarcat, c'est un système d'oppression. Et donc, un système de discrimination, il peut être économique, politique, etc. Donc, revenons au film. Je trouve que, oui, il y a des messages subliminaux d'un féminisme, mais qui est pluriel et diversifié. Et c'est ça, le féminisme, en fait. Il n'y a pas un féminisme, ce sont des féminismes pluriels. Et donc là, on trouve celui de Nadia qu'elle ramène avec elle, donc d'Europe ou d'Occident, voilà, et qui, voilà, c'est le choc avec celui qu'elle va retrouver dans ses traditions, etc. Et dans un premier temps, elle va essayer pas de le combattre. On n'est pas du tout dans la confrontation ni rien. Elle va faire un déni. Elle va se retirer parce qu'elle n'aime pas ce genre de tradition. Elle parle de costumes qu'on veut lui mettre. C'est-à-dire et c'est tout à fait normal, c'est ce choc qu'elle ressent, mais elle va petit à petit découvrir les féminismes qui sont autour d'elle. Et ces femmes toutes simples, analphabètes, incultes, d'autres très savantes comme celle qui va la guider, et qui sont dans ce féminisme que j'appellerais apaisé. Vraiment apaisées. Et on le sent, parce qu'elles sont en train de lutter
contre les discriminations qu'on ne voit pas. Falida Blaizy ne les montre pas, mais elles sont là, mais elles le font à leur manière. Et donc, l'actrice va comprendre en fait qu'il y a quelque chose à creuser là, et c'est ce mystère-là qu'elle va creuser là. Et je trouve ça sublime. Franchement, comment elle va après comprendre. Quand on lui a demandé de s'accoutrer, elle va refuser. Mais on voit dans un autre passage qu'elle va le faire d'une manière totalement... voilà, elle va se soumettre, mais pas se soumettre dans le sens de la soumission. Non, elle va se laisser donner, voilà, se donner entièrement à cette tradition qu'elle voit autour d'elle, où elle sent les contradictions énormes, etc. Mais elle va essayer de comprendre. Elle est dans la compréhension, dans l'empathie, et dans le doute. Elle doute, et ça, c'est le début de son cheminement spirituel. C'est vrai. Et justement, quand on parle de plusieurs féminismes, il y a un extrait qui est assez parlant, l'extrait de la belle-mère et de la femme française. Donc Nadia est issue d'un couple mixte, le père est marocain de Fès, la mère est française. Dans la scène juste avant, on voit la mère française qui est avec la belle-mère et qui lui apprend shahada et qui lui apprend à être une bonne musulmane. L'extrait qui suit est avec le mari. La ilaha illallah, Mohamed Rasulallah. Ma mère est incroyable. Il a suffi que je m'absente quelques jours pour que tu deviennes musulmane. Mais c'est ça? Elle exagère, de quel droit? Moi qui croyais que c'était un geste de superstition. Oh, je l'ai cru. On ne devient pas musulman sans le vouloir, vraiment. Ça, c'est une phrase qui est belle. On ne devient pas musulman sans le vouloir vraiment. C'est assez avant-gardiste. On a l'impression aujourd'hui qu'on nous pousse dans un islam, on nous pousse à être musulmans. Et justement, comment, pour revenir au thème du sujet, comment se réapproprier le champ spirituel si autour de nous, les gens ne sont pas prêts ou nous empêchent justement de nous approprier ce champ spirituel? Oui, je reviendrai à cette image-là, oui, parce qu'on voit pas la scène qui avance. C'est la belle-mère qui lui dit de faire la formulation de l'attestation de Shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et elle la suit de façon, voilà, en pensant que c'était quelque chose de voilà. Donc on croit à la superstition, mais pas à autre chose, et c'est un petit peu, c'est paradoxal aussi, mais bon, c'est intéressant. Oui, on ne l'impose pas, mais là, il faut comprendre aussi la belle-mère qui vient de cette tradition où, pour elle, l'islam, c'est ce champ où elle a vécu et elle ne sait que transmettre ça. Et donc, c'est pour ça que des fois, je dis que une certaine vision patriarcale de la religion est transmise par les femmes elles-mêmes sans qu'elles soient conscientes de ça, parce que c'est là où elles sont vécues, mais aussi parce que c'est là où elles s'articulent, et donc il faut dans cette question de religion faire la part des choses entre trois dimensions, je trouve, qui sont très importantes. La dimension de la croyance, de la foi, du spirituel, qui est personnel. La ikraha fi din, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'éthique même du texte sacré. Et puis ce qui la suit, c'est la dimension du rituel et des pratiques. Et c'est quelque chose qui est un petit peu lié à la spiritualité. On ne peut pas faire... et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit l'hégémonie d'un rituel vidé de son sens éthique spirituel. Alors que le rituel et les pratiques sont liés avec le spirituel. Il n'y a aucune philosophie, aucune sagesse universelle, aucune religion au monde où il n'y a pas de repère ritualiste, où il n'y a pas de... On a besoin... C'est ça ce qui donne le lien, qui fait le lien social. Et d'ailleurs, religion vient de là. Donc, c'est ce lien qui se crée. Mais ce qui pose problème, en fait, c'est l'autre dimension. C'est la dimension institutionnalisée, celle du normatif, du juridique, et qui est aujourd'hui complètement hégémonique. Et c'est elle qui impose... Elle doit exister aussi, mais le problème, c'est qu'elle est devenue hégémonique et prépondérante, et qu'elle a absolument effacé tout le reste. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sentent musulmans de culture. Ils n'ont pas la foi. Et c'est quelque chose de très normal, c'est-à-dire que la foi, on l'a ou on ne l'a pas, on ne peut pas imposer...
Et donc, il y a un discours religieux aujourd'hui qui essaie d'imposer justement cette foi-là. Et ça, c'est en contradiction avec l'éthique donc, de l'islam. Donc, réapproprier le champ religieux, tout ce champ religieux avec ses 3 dimensions, c'est d'abord les connaître, savoir qu'il y a ces dimensions-là, et voilà, et savoir déconstruire toutes ces lectures interprétatives qui sont plurielles, qui sont parce que il faut se rappeler que quand même l'islam est traversé par des courants, je veux dire, ils sont innombrables. On va du courant soufi qu'on va voir et dont on va parler, jusqu'au courant wahhabiste, littéraliste, rigoriste, juridique, en passant par le rationalisme et le mu'tazilisme et Ibn Rushd, etc. Donc on a une pléthore d'interprétations. Moi je trouve que ça fait la richesse de l'islam, ça fait sa diversité, ça fait sa beauté aussi. Et donc, je n'ai aucun problème avec le wahhabisme. Le seul problème que j'ai avec cette lecture rigoriste, c'est qu'elle me l'impose et qu'elle l'impose à la majorité des gens. Donc, c'est se réapproprier ça, c'est accepter la diversité, comprendre qu'elle ne changera pas, on ne peut pas imposer un point de vue, même le soufisme, il ne peut pas s'imposer, le pragmatisme, le rationalisme aussi, ne peut pas s'imposer. Tout ce beau monde doit vivre ensemble et doit trouver, c'est-à-dire dans un débat dépassionné, qu'est-ce qui sera le meilleur pour une société donnée. D'accord. Et justement, cette scène, d'un point de vue cinématographique, elle dit presque la même chose. Enfin, de si peu, on dit beaucoup de choses. Elle a des rituels aussi. On parle de rituels et Falid Aboulyazid a un rituel cinématographique. Sa caméra, comme vous dites, quand on voit qu'elle pose sa caméra sur son actrice, pas forcément sur le personnage, où est la caméra justement de Falid Aboulyazid? Et encore une fois, comment vous expliquez le point de vue que vous avez eu tout à l'heure sur justement, elle filme la femme, le point de vue de la femme, cette musique classique, alors qu'il y a Shahada. Voilà, tout ça, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Falid Aboulyazid, dans cette scène? Déjà, en fait, parce que vous avez parlé de la question du jugement au début. Ce qui fait la différence entre ce film, à mon sens, et d'autres films marocains, et d'autres ça, c'est qu'elle ne juge aucun personnage. Et elle met la distance. C'est-à-dire, comme a dit Asma, c'est la mère, c'est tout ce qu'elle connaît. Donc, elle a filmé cette naïveté, sans la juger. Après, voilà, elle a filmé la française. Après, elle a filmé Boualiani, en fait, qui est la figure paternelle, justement, en fait, le seul qui va être pris en contre-champ. Voilà, avec l'amour à la fin. Donc, elle vraiment, elle filme sans jugement. La caméra, en fait, comment elle opère la distance avec ses personnages. Ce n'est pas Falid Aboulyazid qui parle, mais c'est comme ce qu'elle disait. Voilà comment ma société, comment elle est construite. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ne me demandez pas de venir et de vous dire qui ça. Alors que beaucoup de cinéastes, par exemple, pas qu'ici, mais ils font dire à leurs personnages ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et c'est là, en fait, qui est... Donc, c'est vraiment la caméra, en fait, vous m'avez, en fait, parlé de... Elle est où, la caméra? La caméra, justement, elle disparaît, là. Parce qu'en fait, on ne sait pas c'est quoi le point de vue de Falid Aboulyazid. On ne le sait pas. Donc, la caméra, vraiment, elle disparaît pour laisser le champ à ses acteurs et à ses personnages. Voilà, donc. Et le champ du possible. Je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Wadia. C'est exactement ça, et je vais vous dire, parce que je connais personnellement Falid Aboulyazid, pour vous dire qu'elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne juge personne. Donc finalement, c'est son regard. Même si vous, en tant que cinéaste, vous voyez qu'elle ne juge pas, en fait, c'est vrai qu'elle ne juge pas, parce que c'est elle qui ne juge pas. Voilà. Et dans sa vie quotidienne de tous les jours, c'est une femme qui est tellement apaisée avec elle-même, avec ce qui l'entoure, que voilà, qu'elle prend les choses comme elles viennent et elle ne juge personne, en fait. Et dans une société, je pense qu'aujourd'hui, on juge est-ce qu'on juge de plus en plus? Est-ce que vous avez cette... dans le cinéma, voilà, exactement. Et comment... on n'est que dans le jugement. Justement, mais comment? Est-ce qu'on a régressé ou est-ce qu'on a toujours été comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression qu'il y a une régression quand même. Même ce débat politique surréaliste d'hier, Le Pen Macron. Bon, voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, tout le film m'a fait rappeler un petit peu mon enfance, l'islam de mes parents, l'islam que j'ai vécu moi-même. C'est-à-dire, c'est un islam
malheureusement, qu'on ne retrouve plus assez aujourd'hui. Je ne vais pas être essentialiste et dire qu'il n'existe plus. Il existe encore, heureusement d'ailleurs, mais il y a une prédominance de cet islam rigoriste, ritualiste, très piétiste, etc., qui est dans les formalités, dans les techniques du halal et du haram, plus que dans l'éthique et dans le cœur. Et donc, oui, moi j'ai la nostalgie de cet islam-là, un peu spontané, soufi, populaire, traditionnel, pas traditionnaliste, traditionnel dans le sens que il y a ces traditions avec leurs contradictions, mais on les accepte, on les contourne, on les détourne, on fait des stratégies de négociation, etc. Et donc voilà, c'est cet islam, c'est cet islam-là qui a fait le Maroc. Et qui fait le Maroc aujourd'hui, et qui, à mon avis, vraiment de façon très, je vais le dire de façon très humble, qui va peut-être sauver ce Maroc. Parce qu'en fait, quand on compare, on trouve que c'est ça qui fait le ciment de ce pays-là. C'est cet islam populaire, mystique, un peu spontané, celui de, je dirais plus que de la tolérance, mais du non-jugement. Mais aujourd'hui, qui est un petit peu emporté par cette vague qu'on a vécue ces 30 dernières années, qui ont miné la société.